Elena est revenue après 3 ans de travail à l'étranger avec un seul désir, serrer sa mère dans ses bras. Mais lorsqu'elle est arrivée chez elle, sa sœur lui a dit que maman était partie vivre à la campagne avec des cousines et qu'il valait mieux ne pas la chercher. Cependant, quelque chose dans cette histoire ne collait pas. C'est alors qu'Elena, désespérée de la retrouver, a parcouru tous les coins et recoins de la ville jusqu'à ce que, dans une ruelle derrière le marché, elle voit sa mère, fouillant les ordures avec ses mains tremblantes, cherchant désespérément quelque chose à manger. Bienvenue dans Histoire d'émotion. Avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer et de nous laisser un commentaire en nous disant de quel pays vous nous rejoignez. Nous serions ravis de savoir d'où vous nous regardez. Nous suivez-vous depuis le Mexique, l'Espagne, l'Argentine, la Colombie? Écrivez-le dans les commentaires. La soirée tombait lentement sur la ville tandis qu'Elena descendait de l'autobus avec sa valise à roulettes et une boîte enveloppée de papier doré. À l'intérieur de cette boîte, il y avait un châle en cachemire couleur lavande qu'elle avait acheté dans une petite boutique à Paris en pensant aux épaules de sa mère, et à quel point il lui irait parfaitement pour les soirées fraîches. 3 ans, 3 longues années à nettoyer des maisons, à s'occuper de personnes âgées, à travailler dans des restaurants, à économiser chaque centime pour pouvoir envoyer de l'argent à la maison, et maintenant, enfin, revenir. Chaque pas qu'elle faisait dans les rues de sa ville natale ramenait une vague de souvenirs. C'est ici qu'elle avait appris à faire du vélo avec sa mère qui courait derrière elle. À ce coin, elles achetaient des churros chauds le dimanche. Dans ce parc, sa mère la consolait quand elle avait le cœur brisé. Tout lui rappelait sa mère, son sourire, sa voix, lui disant que tout irait bien. L'immeuble où elle avait grandi était toujours debout, mais il semblait plus gris, plus fatigué. La peinture des murs extérieurs s'écaillait par endroits et le jardin communautaire dont sa mère prenait tant soin était plein de mauvaises herbes. Elena monta les escaliers, le cœur battant dans sa poitrine. Chaque marche la rapprochait de l'étreinte dont elle avait rêvé 1000 fois pendant ses nuits solitaires en terre étrangère. Elle imaginait le moment encore et encore, elle sonnerait à la porte, entendrait les pas pressés de sa mère s'approchant de la porte, et quand elle s'ouvrirait, elle retrouverait ses bras qui avaient toujours été son refuge. Elle sonna 1, 2, 3 fois. Elle attendit, retenant sa respiration, les mains tremblantes d'émotion. Ce fut Patricia, sa sœur cadette, qui ouvrit la porte, mais il n'y avait pas de sourire sur son visage, pas d'étreinte de bienvenue, pas de larmes de joie, seulement une expression mal à l'aise, presque agacée, comme si Elena était une vendeuse importune et non sa sœur qui revenait après 3 ans. « Patricia, tu m'as tellement manqué », s'exclama Elena en essayant de l'embrasser, mais sa sœur recula, croisant les bras sur sa poitrine. « Où est maman? Est-ce qu'elle se repose? J'ai tellement de choses pour elle. Regarde la boîte du châle, il vient de Paris. Elle va adorer. » Patricia soupira d'impatience, comme quelqu'un qui doit donner une explication qu'il préférerait ne pas donner. « Maman n'est pas ici. Elle est partie il y a environ 6 mois, dit-elle avec une froideur qui glaça le sang d'Elena. Elena sentit le sol bouger sous ses pieds. « Comment ça, elle est partie? Où ça? Pourquoi ne m'avez-vous pas prévenu? » Elle a dit qu'elle voulait aller vivre avec les cousines à la campagne. Tu sais comment elle est. Toujours aussi dramatique, toujours en train d'exagérer. Elle a dit qu'elle se sentait seule ici, que nous étions trop indifférentes envers elle. Patricia parlait d'un ton d'ennui, comme quelqu'un qui répète une excuse qu'il a mémorisée et qu'il a répétée si souvent qu'il y croit presque. Écoute, Elena, tu ferais mieux d'entrer, il fait froid. Mais Elena ne bougea pas. Ses jambes semblaient faites de plomb et son esprit essayait de traiter ce qu'elle venait d'entendre. Et pourquoi personne ne m'a prévenu? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu ne m'as pas envoyé de message? Je serais rentrée plus tôt. J'aurais pris le premier avion. Parce que maman ne voulait pas que tu le saches. Elle a dit que tu étais en train de faire ta vie là-bas et que tu ne devais pas t'inquiéter pour elle. En plus, tu étais très occupée avec ta nouvelle vie en Europe, répondit Patricia avec une pointe de ressentiment dans la voix. Quelque chose dans cette histoire n'avait aucun sens. Sa mère ne partirait jamais sans dire au revoir, sans au moins lui envoyer un message, sans lui dire où elle serait. Sa mère, qui lui écrivait des messages vocaux toutes les semaines, qui lui envoyait des photos des fleurs du jardin, qui terminait toujours ses appels en disant « Tu me manques, ma petite fille. Reviens vite. »
cette même mère était simplement partie sans rien dire. Non, quelque chose n'allait définitivement pas. Elena entra dans l'appartement, poussant doucement sa sœur, et ce qu'elle vit la laissa glacer. Tout avait changé. Les rideaux fleuris que sa mère avait cousus à la main pendant des semaines, point par point, n'étaient plus là. À leur place pendaient des stores modernes de couleur beige, froid et impersonnel. Le fauteuil où maman s'asseyait chaque après-midi pour regarder ses feuilletons tout en tricotant avait disparu, remplacé par un canapé en cuir noir qui semblait sorti d'un magazine de décoration. Les photos de famille qui couvraient les murs, des décennies de souvenirs, anniversaires, remises de diplômes, Noël, n'étaient plus là. Les murs étaient nus, peints d'un gris moderne qui contrastait brutalement avec le bleu ciel que sa mère aimait tant. Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Où sont les affaires de maman ? Demanda Elena d'une voix tremblante, marchant dans le salon comme si elle était dans un endroit étranger et non dans la maison où elle avait grandi. Où est sa boîte à couture ? Où sont ses albums photos ? Où est le fauteuil à bascule de grand-mère ? C'est alors qu'apparut Ricardo, le mari de Patricia, sortant de la cuisine avec une bière à la main et la télécommande dans l'autre. Il portait un maillot de football et des pantoufles. « Salut, belle-sœur, bienvenue », dit-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Écoute, ta sœur et moi avions besoin d'espace. Nous prévoyons d'agrandir la famille et nous avions besoin de faire des changements. Les affaires de ta mère étaient très vieilles, très démodées, alors nous les avons données à une église. De toute façon, elle a dit qu'elle ne voulait rien en partant. Elle a dit qu'elle voulait repartir à zéro sans le fardeau du passé. Ils ont donné ses affaires comme ils pouvaient. » Elena sentait la rage et l'incrédulité se disputer dans sa poitrine. Ces choses avaient une valeur sentimentale. La boîte à couture de grand-mère, ses albums photos, les nappes qu'elle avait elle-même brodées, les lettres que mon père lui avait écrites avant de mourir. « Elena, ne viens pas maintenant nous faire sentir mal, » interrompit Patricia sèchement, sa voix montant d'un ton. « C'est nous qui étions ici à prendre soin de l'appartement, à payer les factures, à gérer tout. Tu étais bien confortable en Europe, à vivre ta vie, à découvrir des endroits, pendant que nous restions ici dans cette ville à supporter tout. Je travaillais pour vous envoyer de l'argent, » cria Elena, les larmes commençant à couler sur ses joues. « Chaque mois, pour qu'il puisse mieux vivre, pour que maman n'ait à s'inquiéter de rien. Je me cassais le dos à nettoyer des maisons, à m'occuper d'enfants et de personnes âgées, à faire des doubles quarts. Et c'est comme ça que vous me remerciez, en mettant ma mère à la porte et en donnant ses affaires. » Patricia leva les yeux au ciel, ce geste si caractéristique qu'Elena se souvenait de son adolescence. Eh bien, maintenant elle a décidé de partir et c'est tout. Il n'y a rien de plus à dire. Si tu veux la chercher, vas-y. Mais je te préviens qu'il vaut mieux la laisser tranquille. Elle est bien là où elle est. Elle a probablement même trouvé quelqu'un, tu sais. Quelqu'un de son âge, un vieil homme de la campagne. Elle est mieux sans nous, crois-moi. Elena regarda sa sœur comme si elle était une étrangère. Qui était cette femme ? Où était la petite fille avec qui elle avait partagé une chambre pendant des années ? Avec qui elle avait joué à la poupée ? Avec qui elle avait partagé des secrets sous les couvertures ? Comment était-elle devenue quelqu'un d'aussi froid, d'aussi calculateur, d'aussi cruel ? Sans dire un mot de plus, Elena prit sa valise et la boîte avec le châle en cachemire et quitta l'appartement, fermant la porte plus fort que nécessaire. Elle descendit les escaliers en trébuchant, les larmes brouillant sa vue. Quand elle arriva dans la rue, elle s'appuya contre le mur de l'immeuble et pleura comme elle n'avait pas pleuré depuis des années. Les rues de la ville lui semblaient différentes maintenant, comme si un voile gris les avait recouvertes. Elena marcha sans but pendant des heures, se demandant où sa mère pouvait bien être. La première chose qu'elle fit fut d'appeler les cousines à la campagne. Elle composa le numéro avec des mains tremblantes. « Allô, tante Carmen. C'est Elena. Est-ce que ma mère est là avec vous ?» Il y eut une longue pause à l'autre bout du fil. « Ta mère ? » ?»« Non, ma petite, ta mère n'est pas venue ici. Cela fait des mois que nous n'avons pas eu de ses nouvelles. La dernière fois que je lui ai parlé, c'était pour son anniversaire en janvier et elle m'a dit qu'elle allait bien, qu'elle était avec toi et Patricia. » « Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Elena raccrocha sans pouvoir répondre. Le mensonge de Patricia s'effondrait.
Sa mère n'était pas avec les cousines. Alors, où était-elle? Pendant les heures suivantes, Elena se transforma en détective. Elle rendit visite aux voisines de l'immeuble. Là, ma petite, quelle joie de te voir, mais ta mère n'habite plus ici. Un jour, je l'ai vue sortir avec 2 valises et elle n'est jamais revenue. Ta sœur m'a dit qu'elle était partie à la campagne, mais elle me manque beaucoup. C'était une si bonne voisine. Elle rendit visite aux amis de sa mère du groupe de prière. Sœur Elena, bienvenue. Ta mère a cessé de venir aux réunions il y a environ 8 mois. Au début, nous pensions qu'elle était malade, mais Patricia nous a dit qu'elle avait déménagé. Elle ne nous a même pas laissé de numéro de téléphone. Elle se rendit à la mercerie où sa mère achetait fils et tissus. La propriétaire, une dame âgée nommée Donia Iné, l'a reçue avec surprise. Ah, ma petite, je pensais que je ne te reverrais jamais. Ta mère venait ici toutes les semaines, mais elle a arrêté de venir il y a longtemps. J'ai demandé à ta sœur quand je l'ai vue au marché et elle m'a dit que ta mère n'avait plus besoin de fils parce qu'elle était partie vivre à la campagne. J'aurais voulu lui envoyer des pelotes en cadeau, mais elle ne m'a jamais donné d'adresse. Chaque réponse était comme une pièce d'un puzzle qui ne s'assemblait pas. Sa mère avait disparu et personne ne savait vraiment où elle était. À la tombée de la nuit, épuisée, affamée et désespérée, Elena se dirigea vers le marché municipal, cet endroit bruyant rempli de vendeurs criant leurs offres, d'odeurs de fruits frais, de poissons, d'épices. Cet endroit où sa mère l'emmenait quand elle était enfant et lui achetait son jus d'orange préféré. Elle s'assit sur un banc près de l'entrée avec la boîte du châle toujours entre ses mains et s'accorda un moment de faiblesse. « Pourquoi, maman? Où es-tu » murmura-t-elle entre les sanglots. Les gens passaient à côté d'elle. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec compassion, mais personne ne s'arrêtait. C'est alors qu'une femme âgée avec un tablier fleuri et un panier de légumes s'approcha d'elle et lui toucha doucement l'épaule. « Ma petite, tu vas bien? Tu as besoin d'aide » Elena leva les yeux et vit des yeux bienveillants, emplis d'une sincère inquiétude. « Non, madame. »« Enfin, oui. Je cherche ma mère. Je suis revenue de l'étranger après 3 ans et je ne la trouve pas. Ma sœur m'a dit qu'elle était partie à la campagne, mais personne ne l'a vue. C'est une dame âgée de 76 ans, menue. Elle portait toujours un pull bleu qu'elle avait tricoté elle-même et elle adorait les fleurs, surtout les... » La femme fronça les sourcils, pensive. 76 ans, dites-vous, menue, avec les cheveux gris attachés en tresse. Oui, exactement, répondit Elena, avec une étincelle d'espoir. Vous l'avez vue? La femme soupira profondément et son expression devint triste. Je crois que oui, ma petite, mais je n'aime pas ce que je vais te dire. Il y a quelques semaines, peut-être un mois, je quittais le marché tard, presque la nuit. J'ai traversé la ruelle derrière le marché, celle qu'ils utilisent pour sortir les poubelles. Et là, j'ai vu une dame âgée fouiller dans les sacs poubelles. Je me suis approchée parce que je trouvais terrible que quelqu'un d'aussi âgé soit là. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide et elle m'a dit qu'elle cherchait de quoi manger, qu'elle n'avait pas mangé depuis 2 jours. Je lui ai donné un peu de pain et un jus que j'avais dans mon panier. Elle m'a tant remercié que ça m'a brisé le cœur. Je lui ai demandé où elle vivait et elle m'a dit nulle part, qu'elle dormait où elle pouvait. Je lui ai proposé de l'emmener dans un foyer, mais elle a refusé, elle disait qu'elle attendait quelqu'un. Elena sentit le monde s'arrêter. Où l'avez-vous vue? Emmenez-moi, s'il vous plaît. Dans la ruelle derrière le marché, là où ils mettent les conteneurs à ordures. Mais, ma petite, c'était il y a des semaines. Je ne sais pas si elle est toujours là. Elena se leva d'un bond, prit sa valise et la boîte et se mit à courir vers l'arrière du marché. La femme la suivit, inquiète. L'odeur de la ruelle était forte. Un mélange de nourriture pourrie, d'humidité et de désespoir. Il y avait plusieurs grands conteneurs à ordures et des tas de sacs empilés. Elena commença à chercher désespérément, regardant derrière chaque conteneur, appelant « Maman, maman, es-tu là ?» Et puis, derrière le plus grand conteneur, dans un coin de la ruelle, elle la vit. C'était une petite silhouette courbée, vêtue de plusieurs couches de vêtements sales et déchirés. Elle fouillait dans un sac poubelle avec des mouvements lents et prudents, comme si elle cherchait un trésor.
Ses mains, tremblantes et ridées, écartaient les emballages et les déchets. À côté d'elle, il y avait un petit sac en tissu où elle rangeait apparemment ce qu'elle trouvait. Elena s'approcha lentement, le cœur battant si fort qu'elle pensa qu'il allait sortir de sa poitrine. Quand elle fut assez proche, elle put mieux la voir sous la faible lumière. Les cheveux gris, autrefois toujours propres et coiffés en une tresse soignée, étaient maintenant sales et emmêlés. Son visage était émacié, les pommettes saillantes par la faim. Elle avait des cernes profonds et les lèvres gercées. Les vêtements qu'elle portait n'étaient pas les siens, ils étaient trop grands, probablement des dons qu'elle avait trouvés ou que quelqu'un lui avait donnés. Mais ce qui brisa le plus le cœur d'Elena, ce furent ses mains. Ses mains qu'il avait caressées quand elle était enfant, qui avaient cuisiné des milliers de repas pour elle, qui avaient tricoté des pulls et des couvertures avec amour, étaient maintenant sales, les ongles cassés, fouillant dans les ordures. « Maman » murmura Elena d'une voix brisée. La femme s'arrêta net, mais ne leva pas les yeux. Elle resta immobile, comme un animal effrayé qui ne sait pas s'il doit fuir ou rester immobile. « Maman, c'est moi, Elena, ta fille. Je suis revenue. Je suis revenue pour toi. » Lentement, très lentement, la femme leva la tête. Ses yeux, enfoncés dans les orbites, regardèrent Elena sans la reconnaître au début. Il y avait de la confusion dans son regard, de la peur, de l'incrédulité. « Mon Elena » murmura-t-elle d'une voix rauque comme si elle n'avait pas parlé depuis des jours. « Ma petite fille qui est partie si loin. »« Oui, maman, c'est moi » répondit Elena, s'agenouillant devant elle, sans se soucier que le sol soit sale et humide. « C'est moi. Je t'ai cherché partout. » Sa mère la regarda fixement, comme si elle essayait de s'assurer que ce n'était pas un rêve, que ce n'était pas une hallucination causée par la faim et la fatigue. Elle leva une main tremblante et toucha le visage d'Elena avec tendresse, laissant une petite trace de saleté sur sa joue. « Je pensais que je ne te reverrais jamais, » dit-elle d'une voix brisée. « Je pensais que tu m'avais oublié comme tout le monde. »« Jamais, maman, je ne t'oublierai jamais. » « Que s'est-il passé ? Pourquoi es-tu ici ?» Les larmes commencèrent à couler sur les joues sales de sa mère, laissant des sillons propres sur sa peau. « Patricia m'a chassée, ma petite. Elle m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour moi dans cette maison, qu'ils avaient besoin de l'espace pour eux. J'ai essayé de ne pas être un problème. Vraiment, j'ai essayé. Je me faisais toute petite dans mon coin. Je ne faisais pas de bruit, je cuisinais ma propre nourriture, mais rien n'était suffisant. Un jour, Ricardo m'a dit qu'il était temps que je parte, que j'avais été un fardeau suffisant. Mais maman, je leur envoyais de l'argent chaque mois. De l'argent pour que tu vives bien, pour que tu ne manques de rien. » Sa mère baissa la tête, honteuse. Il m'en donnait un peu pour mes médicaments, mais il disait que le reste, il l'économisait pour ton retour. Je n'ai jamais su combien tu envoyais. Je leur faisais confiance. C'était ma famille. Elena sentit une fureur ardente dans sa poitrine, mais elle la contrôla. Maintenant, l'important n'était pas la colère, mais sa mère. « Et alors, qu'as-tu fait ? Où es-tu allé ? » Je suis partie avec mes 2 valises. J'ai pensé aller chez les cousines, mais en chemin, on m'a volé. Ils m'ont tout pris, l'argent que j'avais économisé, mes documents, même la photo que j'avais de toi et de ton père. Ils m'ont laissé seulement avec les vêtements que je portais. J'ai essayé d'aller dans un foyer, mais ils étaient pleins. J'ai dormi dans le parc quelques jours, mais la police me chassait. Alors j'ai fini ici, dans cette ruelle. Ceux du marché me donnent parfois de la nourriture, mais pas toujours. Alors je cherche ici dans les poubelles. Parfois je trouve du pain qui est encore bon, des fruits qui sont juste un peu abîmés. Depuis combien de temps es-tu comme ça, maman ? Je ne sais pas, ma petite. J'ai perdu le compte des jours. Parfois j'ai l'impression que ça fait des années. Parfois on dirait que c'était hier que j'ai quitté la maison. Elena ne put plus se retenir. Elle serra sa mère dans ses bras de toutes ses forces, sentant ses os fragiles sous les vêtements, sentant l'odeur aigre des jours sans se doucher, mais sans se soucier de tout cela. « Je suis désolée, maman, je suis tellement désolée. J'aurais dû revenir plus tôt. J'aurais dû insister pour te parler. J'aurais dû me rendre compte que quelque chose n'allait pas, non, ma petite, tu faisais ta vie comme il se doit.
Je ne voulais pas t'inquiéter. C'est pour ça que j'ai demandé à Patricia de ne rien te dire. Je ne voulais pas que tu laisses ton travail, tes opportunités pour une vieille femme comme moi. Ne dis pas ça. Ne dis jamais ça. Tu es la chose la plus importante pour moi. Tu es ma mère. Maintenant, nous allons sortir d'ici et je vais prendre soin de toi comme tu as pris soin de moi toute ma vie. La mère d'Elena commença à sangloter, libérant des années de douleur, d'abandon, d'humiliation. Elena la tint, la berçant doucement, comme sa mère le faisait avec elle quand elle était enfant et faisait des cauchemars. La femme qui les avait aidés s'approcha, les larmes aux yeux, et offrit son manteau pour couvrir la mère d'Elena. Dieu vous bénisse, mes petites. C'est ce dont nous avons besoin dans ce monde, plus d'amour, plus de famille. Elena aida sa mère à se lever. Elle était si légère qu'on aurait dit que le vent pouvait l'emporter. Elles marchèrent lentement hors de la ruelle, laissant derrière elles ce lieu de désespoir. Je vais t'emmener dans un endroit sûr, maman, à un hôtel où tu pourras te doucher, manger quelque chose de chaud, te reposer. Et le châle, demanda sa mère d'une voix faible, désignant la boîte qu'Elena avait laissée tomber sur le sol en l'embrassant. Ah, le châle est pour toi, maman. Je te l'ai apporté de Paris. Il est en cachemire, doux et chaud. Je n'ai plus froid, ma petite. Maintenant que tu es là, je n'ai plus froid. Elena ramassa la boîte et prit sa mère par le bras, la soutenant fermement tandis qu'elle marchait vers la rue principale. Elle héla un taxi et demanda au chauffeur de les conduire à l'hôtel le plus proche. Le chauffeur les regarda dans le rétroviseur avec une expression mêlant curiosité et compassion, mais il ne posa pas de questions. À l'hôtel, la réceptionniste regarda la mère d'Elena avec désapprobation, clairement gênée par son apparence. Elena sortit sa carte de crédit et dit fermement, « Une chambre avec 2 lits, s'il vous plaît, et j'ai besoin qu'on me monte de la nourriture chaude immédiatement, soupe, pain, thé chaud, tout ce que vous avez. J'ai aussi besoin de vêtements propres, petite taille pour femme âgée. » La réceptionniste, voyant qu'Elena pouvait payer, changea immédiatement d'attitude. « Oui, mademoiselle. » Elles montèrent aussitôt dans la chambre. Elle était simple, mais propre, avec 2 lits, une salle de bain privée et une fenêtre donnant sur la rue. Elena emmena sa mère à la salle de bain et ouvrit la douche. « Je vais t'aider à te doucher, maman. » « Non, ma petite, tu n'as pas à faire ça. Je suis une vieille femme maintenant. Maman, tu m'as douchée pendant des années quand j'étais enfant. Maintenant, c'est mon tour. » Avec une patience et une tendresse infinie, Elena aida sa mère à enlever ses vêtements sales. Ce qu'elle vit lui coupa le souffle. Sa mère n'avait que la peau sur les os. On pouvait compter ses côtes. Sa colonne vertébrale était anormalement saillante. Elle avait des bleus sur les bras et les jambes, probablement dû à des chutes ou au fait de dormir sur le sol dur. Sa peau était desséchée et gercée, mais Elena ne laissa pas sa mère voir son choc. Elle ouvrit simplement l'eau tiède et aida sa mère à se mettre sous le jet. Elle prit le savon et commença à la laver avec soin, enlevant les couches de saleté, de honte, de douleur. L'eau qui tombait sur le sol était sombre au début, mais elle s'éclaircit peu à peu. Elle lava les cheveux de sa mère, démêlant les nœuds avec patience, massant son cuir chevelu. Sa mère ferma les yeux et laissa échapper un soupir qui semblait porter le poids de mois de souffrance. Quand elles eurent fini, Elena enveloppa sa mère dans une serviette douce et l'aida à se sécher. Elle lui mit une robe de chambre de l'hôtel et l'assit sur une chaise. On frappa à la porte. C'était le service d'étage avec un plateau de nourriture et un sac de vêtements propres que l'hôtel avait réussi à obtenir de sa boutique de cadeaux. Elena servit un bol de soupe chaude à sa mère. « Et tiens, maman. » Lentement, sa mère prit la première cuillère et ferma les yeux, la savourant comme si c'était le mets le plus exquis du monde. Elle mangea lentement, très lentement, car son estomac était vide depuis si longtemps qu'il ne pouvait pas accepter beaucoup de nourriture d'un coup. Elena l'observait, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Après avoir mangé, sa mère s'allongea dans le lit propre, sur des draps doux avec des oreillers moelleux. Elle semblait avoir atteint le paradis. « Ma petite, » dit-elle d'une voix douce. « Oui, maman. Je n'arrive pas à croire que tu sois réelle. J'ai peur de fermer les yeux et de découvrir que tout cela n'est qu'un rêve. C'est réel, maman.
Je suis là et je ne partirai nulle part. Je te le promets. Peux-tu me pardonner de ne pas avoir été plus forte? De ne pas avoir pu me défendre quand on m'a chassée, d'avoir fini par fouiller dans les poubelles comme un animal. Maman, écoute-moi bien. La seule qui doit demander pardon ici, c'est moi, pour ne pas avoir été là, pour ne pas m'être rendu compte de ce qui se passait. Tu n'as pas à t'excuser. Tu es la femme la plus forte que je connaisse, mais j'ai besoin que tu me racontes tout. J'ai besoin de comprendre ce qui s'est vraiment passé. Et ainsi, dans cette chambre d'hôtel, avec la ville illuminée derrière la fenêtre, la mère d'Elena commença à raconter toute son histoire. Elle lui raconta comment, après le départ d'Elena pour l'Europe, Patricia avait épousé Ricardo. Au début, ils vivaient dans un autre appartement, mais quand ils eurent des problèmes d'argent, ils lui demandèrent d'emménager dans l'appartement familial. Elle pensait que ce serait agréable, qu'ils se tiendraient compagnie. Les premiers mois furent bons, elles cuisinaient ensemble, regardaient des films, riaient. Mais peu à peu, les choses changèrent. Ricardo commença à faire des commentaires sur tout l'argent qu'elle dépensait en nourriture, en électricité, en eau. Patricia commença à s'énerver quand elle recevait la visite de ses amis du groupe de prière. Un jour, ils lui dirent qu'ils avaient besoin d'intimité et qu'il serait préférable qu'elle reste dans sa chambre quand ils étaient à la maison. Ensuite, ils lui interdirent d'utiliser le salon, disant que c'était leur espace. Puis, ils lui interdirent d'utiliser la cuisine quand ils mangeaient, lui demandant d'attendre qu'ils aient fini. Ils lui retirèrent la clé de l'appartement en disant que c'était pour la sécurité, qu'il y avait beaucoup de vols, mais en réalité, c'était pour la contrôler, pour savoir exactement quand elle sortait et quand elle rentrait. Ils commencèrent à vendre ses affaires. D'abord celles qu'ils considéraient comme sans valeur, sa vieille radio, son fauteuil à bascule, ses livres. Quand elle protestait, ils lui disaient qu'ils avaient besoin d'argent, qu'ils l'aidaient à se détacher des biens matériels. Quand son 76e anniversaire arriva, personne ne s'en souvint, ni un appel, ni une accolade, rien. Ce jour-là, elle pleura dans sa chambre toute la journée. C'est là qu'elle sut qu'elle n'était plus la bienvenue dans sa propre maison. La goutte d'eau qui fit déborder le vase fut quand Patricia lui annonça qu'ils attendaient un bébé et qu'ils avaient besoin de sa chambre pour le nourrisson, qu'il serait préférable qu'elle aille vivre ailleurs. Elle demanda avec quel argent puisqu'elle n'avait plus rien. Patricia lui donna 500 pesos et lui dit qu'avec cela, elle pouvait aller chez les cousines ou chercher une pension bon marché. Ce même jour, Ricardo emballa 2 valises avec ses vêtements et les mit devant la porte. Il n'y eut pas de discussion, pas d'adieu, ils l'ont simplement jetée dehors comme si elle était un déchet. Elle prit ses valises et partit sans savoir où aller. Elle marcha pendant des heures dans la ville jusqu'à ce que ses pieds lui fassent mal. Elle s'assit dans un parc pour se reposer et c'est là qu'elle fut volée. Un jeune homme lui arracha son sac et courut. Elle cria, mais personne ne l'aida. Dans ce sac, il y avait tout, son argent, ses documents, ses souvenirs. Elle essaya de le signaler à la police, mais sans pièce d'identité, ils ne la prirent pas au sérieux. À partir de ce jour, sa vie dans la rue commença. Au début, elle pensait que ce serait temporaire, qu'elle trouverait de l'aide, que quelqu'un aurait pitié d'elle. Mais la ville est cruelle envers ceux qui n'ont rien. Les foyers étaient pleins. Les églises lui donnaient à manger 1 fois par jour, mais n'avaient pas de place pour qu'elle dorme. Alors elle apprit à survivre. Elle apprit où se trouvaient les meilleurs conteneurs à ordures, à quelle heure les restaurants jetaient la nourriture, quels étaient les endroits les plus sûrs pour dormir. Il y avait des nuits où elle pleurait jusqu'à s'endormir. Des nuits où elle pensait qu'il vaudrait mieux mourir, mais il y avait toujours quelque chose qui la maintenait en vie, l'espoir qu'un jour sa fille Elena reviendrait et la trouverait. Elena écoutait, le cœur brisé en 1000 morceaux. Chaque mot de sa mère était un poignard dans sa poitrine. « Et tu n'as jamais essayé de me contacter? Tu n'as jamais essayé de trouver un moyen de me prévenir ?» Sa mère baissa les yeux, honteuse. « Comment allais-je te dire que ta propre sœur m'avait jetée à la rue? Comment allais-je te dire que je fouillais dans les poubelles pour manger? Je ne voulais pas que tu portes cette culpabilité, cette douleur. Tu étais en train de construire une vie meilleure là-bas. Je ne pouvais pas la ruiner. De plus, je n'avais pas de téléphone, je n'avais aucun moyen de t'appeler et même si je l'avais eu, j'avais tellement honte. Une mère doit protéger ses enfants, pas devenir un fardeau pour eux. Maman, tu n'as jamais été un fardeau.
Jamais. Et tu aurais dû me le dire, je serais revenu par le premier avion, j'aurais tout laissé pour toi, parce que sans toi, rien de ce que j'ai là-bas n'a de valeur. Maintenant, je vais prendre soin de toi, je vais te remettre sur pied et après nous déciderons ensemble de ce qu'il faut faire. Mais d'abord, tu dois te reposer, reprendre des forces. Sa mère ferma les yeux et s'endormit en quelques minutes, épuisée par le poids d'avoir raconté son histoire, mais aussi soulagée d'avoir pu se libérer de ce secret qu'elle avait porté pendant des mois. Elena resta assise à côté d'elle, la regardant dormir, caressant ses cheveux maintenant propres. À un moment donné, au milieu de la nuit, Elena s'endormit aussi sur la chaise, tenant la main de sa mère. Les jours suivants furent une récupération lente, mais constante. Elena emmena sa mère à l'hôpital. Les médecins étaient horrifiés par son état, malnutrition sévère, déshydratation chronique, anémie avancée, début de pneumonie pour avoir dormi dans le froid et l'humidité, arthrite aggravée, ulcère aux pieds pour avoir tant marché avec des chaussures cassées. La liste des maux était longue et déchirante. Ils l'hospitalisèrent pendant une semaine pour la stabiliser et lui donner les nutriments dont son corps avait désespérément besoin. Elena ne la quitta pas d'un instant. Elle dormait sur une chaise à côté de son lit. Elle la nourrissait de ses propres mains. Elle lui lisait des livres à voix haute, lui chantait les chansons que sa mère lui chantait quand elle était enfant. Lentement, sa mère commença à reprendre des couleurs. Ses yeux, autrefois ternes et sans vie, recommencèrent à briller. Sa voix, autrefois faible et rauque, devint plus forte. Quand elle fut autorisée à sortir, Elena avait déjà trouvé un petit appartement meublé dans un quartier calme. Il n'était pas grand, juste 2 chambres, une cuisine et un petit salon, mais il y avait beaucoup de lumière naturelle et une terrasse où sa mère pouvait s'asseoir pour prendre le soleil. Elle l'avait décoré avec des choses simples mais jolies, des rideaux fleuris similaires à ceux que sa mère avait d'avant, des plantes en pot, des photographies qu'elle avait réussi à récupérer auprès de quelques amis de sa mère. Le jour où elle emmena sa mère dans le nouvel appartement, elle vit quelque chose qu'elle n'avait pas vu depuis longtemps, sa mère sourit pour de bon. « C'est magnifique, ma petite. On va vraiment vivre ici ? » ?»« Oui, maman. C'est notre nouveau foyer. Et personne, écoute-moi bien, personne ne te chassera d'ici, plus jamais. » Sa mère parcourut chaque recoin de l'appartement avec admiration, touchant les rideaux, sentant les fleurs, regardant par la fenêtre. Quand elle arriva dans sa chambre et vit le lit avec des draps lavande, sa couleur préférée, elle se mit à pleurer. « Je pensais que je ne dormirais plus jamais dans un lit, » avoua-t-elle. « Je pensais que je mourrais dans cette ruelle, mais Dieu est bon, ma petite. Il m'a envoyé un ange et cet ange, c'est toi. » Elena trouva du travail comme traductrice indépendante, profitant des 3 langues qu'elle avait apprises en Europe. Elle travaillait à la maison pour pouvoir être près de sa mère. Elle ne gagnait pas autant qu'en Europe, mais c'était suffisant pour vivre dignement, pour payer le loyer, la nourriture, les médicaments de sa mère et même pour quelques petits luxes, comme les fleurs fraîches qu'elle achetait chaque semaine. Chaque après-midi, quand elle terminait son travail, Elena allait au marché et cherchait toujours, sans faute, des lavandes, les fleurs préférées de sa mère. S'il n'y avait pas de lavande, elle ramenait des marguerites blanches ou des roses roses, mais toujours quelque chose qui éclairait la maison et apportait de la joie à sa mère. Sa mère, peu à peu, redevint elle-même. Elle reprit du poids. Sa peau redevint saine, ses cheveux repoussèrent et elle les tressait elle-même chaque matin comme avant. Elle reprit sa passion pour le tricot et commença à faire des écharpes, des bonnets et des couvertures. Certaines, elle les donnait aux voisines, d'autres, elle les vendait dans une boutique d'artisanat local et l'argent qu'elle gagnait, elle le gardait dans un bocal en verre, se sentant utile et productive. De nouveau, elle rejoignit son groupe de prière et ses amis la reçurent avec des larmes de joie. Elle recommença à cuisiner, remplissant l'appartement des arômes qui avaient tant manqué à Elena pendant ses années en Europe. Les empanadas du dimanche, le riz au lait du mercredi, la soupe de lentilles qui guérissait toute tristesse, la maison retrouva sa vie, son amour, ses rires. Mais il y avait quelque chose qu'Elena savait qu'elle devrait affronter tôt ou tard, Patricia. Pendant 3 mois, Elena n'avait eu aucun contact avec sa sœur. La rage qu'elle ressentait était si grande qu'elle savait que si elle la voyait à ce moment-là, elle ne pourrait pas se contrôler. Mais sa mère, avec cette sagesse que seules les années et la souffrance donnent, lui parlait du sujet de temps en temps. Elena,
je sais que tu es en colère contre ta sœur. Je l'ai été aussi, mais la rancune est comme un poison, ma petite. Elle te tuera de l'intérieur. Je ne te dis pas de lui pardonner maintenant, je ne te dis pas d'oublier ce qui s'est passé, mais au moins parle-lui, libère ce que tu ressens et peut-être qu'avec le temps tu pourras trouver la paix. Je ne sais pas si je peux, maman. Ce qu'elle t'a fait est impardonnable. Comment ont-ils pu te chasser comme ça? Comment ont-ils pu garder l'argent que j'envoyais pour toi? C'est impardonnable. Peut-être que oui, mais si tu ne lui parles pas, si tu ne fermes pas ce chapitre, il restera ouvert à jamais, saignant. Et tu mérites la paix, ma petite. Tu mérites de vivre sans ce fardeau. Finalement, après mûre réflexion, Elena envoya un message à Patricia. C'était court et direct. J'ai besoin de te voir. Je sais toute la vérité. Nous devons parler. Elles se rencontrèrent dans un café neutre, loin du quartier où elles avaient grandi. Elena arriva la première, commanda un café qu'elle ne toucha pas et attendit. Patricia arriva 10 minutes en retard. Elle avait l'air nerveuse, les cernes profonds, plus mince qu'Elena ne s'en souvenait. Elle s'assit en face de sa sœur sans la regarder dans les yeux. « Qu'est-ce que tu veux, Elena ?» demanda-t-elle d'une voix qui essayait de paraître provocante, mais qui était brisée. « Je veux que tu me dises la vérité, toute la vérité. Pourquoi as-tu chassé maman? Pourquoi m'as-tu menti? Pourquoi as-tu gardé l'argent que j'envoyais pour elle ?» Patricia se mordit la lèvre. Ses mains tremblaient autour de la tasse de café qu'elle avait commandée. « Ce n'était pas mon intention que les choses aillent si loin, commença-t-elle d'une voix basse. « Ah, non. Ce n'était pas ton intention de la jeter à la rue? Ce n'était pas ton intention qu'elle finisse par chercher de la nourriture dans les poubelles? Elena, tu ne comprends pas. Tout était si compliqué. Ricardo et moi traversions des problèmes financiers. Il a perdu son travail. Nous avions des dettes. Maman était là dans ce grand appartement, prenant de la place, dépensant de l'électricité, de l'eau, de la nourriture, et toi, tu envoyais de l'argent. Oui, mais ce n'était pas suffisant pour tout le monde. Ce n'était pas suffisant. Alors tu as décidé que maman était le problème. Tu as décidé que la solution était de te débarrasser d'elle. Je ne me suis pas débarrassée d'elle, s'écria Patricia, attirant l'attention des autres personnes dans le café. Elena se pencha en avant, sa voix basse mais remplie de fureur contenue. Tu l'as chassée de sa propre maison, tu lui as pris ses affaires, tu lui as donné 500 pesos et tu l'as envoyée dans la rue. Sais-tu où je l'ai trouvée? Dans une ruelle, Patricia. Dans une ruelle, parmi les ordures, cherchant quelque chose à manger. Notre mère, la femme qui nous a donné la vie, qui a fait 2 emplois pour que nous puissions étudier, qui a veillé sur nous quand nous étions malades, je l'ai trouvée dans les poubelles. Les larmes commencèrent à couler sur les joues de Patricia. Je sais et je me déteste pour ça chaque jour. Crois-tu que je peux dormir la nuit? Crois-tu que ces images ne me hantent pas? Après son départ, chaque fois que je croisais un sans-abri dans la rue, je me demandais si c'était elle. Chaque fois que je voyais quelqu'un fouiller dans les poubelles, je sentais que je mourais à l'intérieur. Et pourquoi ne l'as-tu pas cherché? Pourquoi ne m'as-tu pas dit la vérité? Parce que j'avais peur. Peur de ce que tu découvrirais. Peur de perdre le peu que j'avais. L'argent que tu envoyais est devenu notre salut. Et je me suis convaincue que maman allait bien, qu'elle avait trouvé un endroit où loger. Je me suis menti à moi-même pour pouvoir vivre avec ce que j'ai fait. Patricia pleurait ouvertement maintenant. Les gens les regardaient, mais Elena s'en fichait. Sais-tu ce qui me fait le plus mal, continua Elena. Ce n'est pas seulement ce que tu as fait à maman, c'est que tu m'as volé 3 ans avec elle. 3 ans pendant lesquels j'aurais pu être ici pour prendre soin d'elle, pour l'aimer, 3 ans que je ne récupérerai jamais et tout ça parce que tu es une égoïste et une lâche. Tu as raison, admit Patricia, la tête baissée. Tu as entièrement raison. Je suis égoïste. Je suis lâche et si je pouvais remonter le temps et changer ce que j'ai fait, je le ferais, mais je ne peux pas et maintenant je dois vivre avec ça pour toujours. Et Ricardo, où est-il dans tout ça? Il est parti, répondit Patricia avec amertume. Quand les choses ont empiré, quand il n'y avait plus d'argent de ta part pour nous soutenir, il est simplement parti.
Il m'a laissé avec toutes les dettes, avec l'appartement que je ne peux pas payer. Il s'avère que sans maman ici, sans l'argent que tu envoyais, il ne restait rien pour le retenir auprès de moi. Et maintenant, je suis seule, complètement seule. Eh bien, peut-être que maintenant tu comprends un peu ce que maman a ressenti quand tu l'as abandonnée. Elena se leva pour partir, mais Patricia lui attrapa le bras. Et s'il te plaît, Elena, laisse-moi la voir. Laisse-moi lui demander pardon. J'ai besoin de lui dire que je suis désolée. Elena la regarda durement. Ce n'est pas moi que tu dois convaincre, c'est elle et elle se remet de ce que tu lui as fait. Quand elle sera prête, si jamais elle l'est, je te le ferai savoir. Mais si ça ne tenait qu'à moi, tu ne l'approcherais plus jamais. Elena se libéra de l'emprise de sa sœur et quitta le café. Ce soir-là, quand elle arriva à la maison, sa mère l'attendait dans le salon, tricotant une couverture couleur turquoise. « Comment s'est passée ta rencontre avec ta sœur » demanda-t-elle doucement. Elena s'assit à côté d'elle et lui raconta tout. Sa mère écouta en silence, ses aiguilles à tricoter bougeant rythmiquement tandis qu'elle traitait chaque mot. Quand Elena eut fini, sa mère arrêta de tricoter et la regarda fixement. « Je veux la voir, dit-elle simplement. « Quoi ? Maman, tu ne peux pas être sérieuse. Après tout ce qu'elle t'a fait. » Précisément, répondit sa mère. « Elena, j'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois. J'ai prié, réfléchi et j'ai réalisé quelque chose. Si je continue de garder rancune contre ta sœur, elle continue d'avoir du pouvoir sur moi. Elle continue de contrôler mes émotions, mes pensées et je ne veux pas ça. Je veux être libre et la seule façon d'être libre, c'est de pardonner. Mais maman, elle ne mérite pas ton pardon. Le pardon n'est pas pour celui qui le reçoit, ma petite, c'est pour celui qui le donne. Je ne lui pardonne pas parce qu'elle le mérite. Je lui pardonne parce que j'ai besoin de paix. Parce que je veux vivre le reste de mes jours sans ce poids sur le cœur. Et parce qu'en fin de compte, malgré tout, elle reste ma fille et une mère n'arrête pas d'aimer ses enfants, même si ceux-ci la déçoivent profondément. » Elena ne comprenait pas comment sa mère pouvait être aussi compatissante après tout ce qu'elle avait souffert, mais elle respecta sa décision. Elles organisèrent une rencontre pour la semaine suivante dans l'appartement. Le jour arriva et Patricia apparut à la porte avec un bouquet de lavande, les fleurs préférées de sa mère, et les yeux gonflés par les larmes. Elena ouvrit la porte, mais ne l'invita pas immédiatement à entrer. « Si tu la blesses à nouveau, si tu lui dis quelque chose qui la blesse, je te jure que je ne me retiendrai pas, compris ?» Patricia hocha la tête, incapable de parler. Elles entrèrent dans le salon où la mère des deux était assise dans son fauteuil préféré, un nouveau qu'Elena lui avait acheté, tricotant comme toujours. Quand elle vit Patricia, elle posa son tricot et se leva lentement. Patricia resta figée à l'entrée, regardant sa mère. Elle avait bien meilleure mine que la dernière fois qu'elle l'avait vue. Elle avait pris du poids, sa peau brillait, ses cheveux étaient propres et tressés. Mais Patricia pouvait aussi voir les cicatrices invisibles, la douleur dans ses yeux, les nouvelles rides que la souffrance avait gravées sur son visage. « Maman », murmura Patricia avant de s'effondrer à genoux sur le sol et de commencer à sangloter de manière incontrôlable. « Je suis désolée, je suis tellement désolée. Il n'y a pas de mots pour exprimer à quel point je suis désolée. J'ai été horrible avec toi. Je t'ai traité comme si tu ne valais rien alors que tu es tout. Je t'ai chassé de ta propre maison, je t'ai laissé seule, j'ai gardé l'argent qui était pour toi et à cause de moi tu as souffert des choses que personne ne devrait souffrir. Si je pouvais changer le passé, je le ferais, mais je ne peux pas. Et maintenant je dois vivre avec cette culpabilité pour le reste de ma vie. » Sa mère s'approcha lentement et s'agenouilla à côté de Patricia, prenant son visage entre ses mains. « Regarde-moi, Patricia. » Patricia leva les yeux, le visage trempé de larmes. « Je te pardonne, » dit simplement sa mère. Les mots tombèrent sur Patricia comme une vague, et elle pleura encore plus fort, serrant sa mère dans ses bras avec désespoir. « Je ne mérite pas ton pardon, » sanglota-t-elle. « Je ne mérite rien de toi. » Peut-être pas, admit sa mère avec honnêteté, mais je choisis de te le donner quand même, parce que rester en colère, rester rancunière, cela ne fait de mal qu'à moi. J'ai assez souffert, ma petite. Maintenant, je veux la paix. Maintenant, je veux vivre dans l'amour,
pas dans l'amertume. Mais tu dois comprendre quelque chose. Le pardon ne signifie pas que ce que tu as fait est juste. Cela ne signifie pas que je vais oublier. Cela ne signifie pas que notre relation va redevenir comme avant. Les choses ont changé. Tu as changé et les conséquences de tes actions seront là pour toujours. Je sais, répondit Patricia entre les sanglots. Je n'espère pas que les choses redeviennent comme avant. J'espère juste qu'un jour je pourrai te prouver que j'ai changé, que je travaille à être une meilleure personne. C'est ce que j'espère, Patricia, parce que s'il y a quelque chose que j'ai appris de tout ça, c'est que la famille, ce n'est pas seulement le sang, c'est l'amour, le respect, l'attention. Et quand ces choses se brisent, il faut beaucoup de travail pour les réparer. Je suis prête à faire ce travail, maman, tout le travail nécessaire. Sa mère hocha la tête et l'aida à se lever. Les trois s'assirent dans le salon dans un silence d'abord inconfortable, mais qui s'adoucit peu à peu. Patricia leur raconta comment Ricardo l'avait quittée, comment elle luttait pour se sortir des dettes, comment elle avait commencé une thérapie pour comprendre pourquoi elle avait fait ce qu'elle avait fait. Le thérapeute m'a dit que j'avais développé une sorte de ressentiment envers maman, expliqua Patricia avec difficulté, que j'avais l'impression qu'elle accaparait beaucoup d'attention, que j'avais toujours été la fille du milieu, celle que personne ne remarquait. Et quand j'ai eu le pouvoir, quand j'ai eu le contrôle, je l'ai utilisé de la pire façon possible. Je l'ai utilisé pour me venger de quelque chose qui n'existait que dans ma tête. Parce que maman ne m'a jamais rien fait de mal. Jamais. Je te voyais, Patricia, dit doucement sa mère. Je t'ai toujours vue. Peut-être pas de la manière dont tu en avais besoin, mais je te voyais. Et si j'ai échoué à te faire sentir aimée, je suis profondément désolée. Non, maman, l'interrompit Patricia. Tu n'as pas à t'excuser. Rien. Tout est ma faute. La rencontre dura plusieurs heures. Il y eut des larmes. Il y eut des mots difficiles, il y eut des silences lourds. Mais à la fin, quand Patricia partit, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Ce n'était pas une réconciliation complète, ce n'était pas comme si rien ne s'était passé, mais c'était un début, un petit premier pas vers la guérison. Dans les mois qui suivirent, Patricia commença à leur rendre visite toutes les 2 semaines. Au début, elle ne restait qu'1 heure, puis 2, puis un après-midi complet. Elle aidait avec les courses, apportait des fleurs, cuisinait parfois pour elle. Elle ne parlait pas beaucoup du passé, c'était encore trop douloureux. Au lieu de cela, elle construisait de petits moments nouveaux. Un après-midi, tandis que les trois prenaient le thé sur la terrasse, la mère d'Elena et Patricia leur dit quelque chose qui les surprit. « J'ai pensé à faire quelque chose avec mon histoire. » « Qu'est-ce que tu veux dire, maman ?» demanda Elena. « Je veux aller dans les foyers, dans les centres communautaires et parler à d'autres personnes âgées, leur raconter mon histoire, leur dire qu'elles ne sont pas seules, qu'il y a de l'espoir, qu'elles peuvent survivre. Je veux que ma souffrance serve à quelque chose de bien. » « Maman, tu n'as pas à faire ça, dit Patricia d'une voix brisée. Et tu n'as pas à revivre cette douleur. Ce n'est pas une obligation, répondit sa mère. C'est un choix. J'ai passé des mois à me sentir invisible, comme si je ne valais rien, mais maintenant je sais que ma vie a de la valeur, que mon histoire a de la valeur. Et si je peux utiliser ce que j'ai vécu pour aider ne serait-ce qu'une seule personne, alors tout aura valu la peine. Et c'est ce qu'elle fit. Avec l'aide d'Elena, sa mère commença à visiter des foyers et des centres pour personnes âgées. Elle racontait son histoire avec une honnêteté brutale, sans cacher les détails douloureux. Elle parlait des nuits froides, de la faim, du désespoir, mais elle parlait aussi de l'espoir, de la foi qui l'avait maintenue en vie, de l'amour qui l'avait sauvée. Son histoire touchait les cœurs. Beaucoup de personnes âgées s'approchaient d'elle après, certaines pleurant, d'autres la remerciant de leur avoir donné de l'espoir. Certaines lui racontaient leurs propres histoires d'abandon, de maltraitance, de solitude. Et elle les écoutait toutes avec la même compassion avec laquelle elle avait pardonné à sa propre fille. Elena l'accompagnait à chaque discussion, assise au dernier rang, observant sa mère avec un mélange de fierté et d'admiration. Cette femme, qui avait été réduite à chercher de la nourriture dans les poubelles, se tenait maintenant devant des dizaines de personnes, partageant sa douleur pour guérir celle des autres. C'était la définition de la vraie force. Un jour, après une de ces discussions,
une femme âgée s'approcha de la mère d'Elena, les larmes aux yeux. Madame, merci d'avoir partagé votre histoire. Ma fille m'a chassée de sa maison il y a 2 mois et je pensais à abandonner, mais vous m'avez donné de l'espoir. Vous m'avez montré que je peux survivre à ça. La mère d'Elena la serra fort dans ses bras. Oui, tu le peux, ma petite, oui, tu le peux. Et tu n'es pas seule. Tu n'es jamais seule.